Bonjour à tous, on se retrouve pour le Texama Show, le show hebdomadaire de l'actualité technologique. Du coup, le CES est terminé, je pense que vous avez dû le voir. Donc le CES, c'est le salon de l'électronique à Las Vegas. Il y a eu pas mal de choses annoncées, il y a eu énormément en fait de choses annoncées. Bon, beaucoup de choses qui sont assez logiques, il y a eu pas mal de nouveautés au niveau des télés, tout ça. Personnellement, enfin, j'ai retenu quelques trucs, mais je les ai déjà présentés la semaine dernière dans le premier show. D'ailleurs, il n'est pas fait en live là actuellement parce que je n'ai pas le temps de le faire en live, mais de temps en temps ce sera fait en live. Et normalement, ça sortira le samedi à 18h pour information sur la chaîne ici présente. Donc, commençons tout de suite du coup. Avec l'actualité la plus importante de la semaine, c'est l'annonce officielle, enfin plutôt la présentation officielle de la Switch par Nintendo. Donc, elle sortira le 3 mars et elle sera au prix de 299 $ aux États-Unis. Chez nous, ce sera 329 €, donc 330 € en gros. Donc un petit surplus. Merci les taxes européennes d'importation et tous les autres trucs. C'est à peu près ça qui fait que ça coûte plus cher, hein, pour information. Parce qu'évidemment, si on convertissait 299 $ en euros, ça ne donnerait pas 330 €. Et surtout que la console est fabriquée de toute manière en Chine et tout ça. Du coup, quelques informations. Cette présentation était assez intéressante, je trouve. Parce qu'on a eu des détails sur des choses où on ne se doutait pas forcément. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas, la Switch est une console semi-portable, semi-non portable, fait par Nintendo. Elle serait sur base de puces Nvidia en Tegra. Je ne sais pas trop quoi, ils n'ont pas encore indiqué exactement ce qu'ils utilisaient. Donc ça fait énormément penser à la Shield que j'ai d'ailleurs ici présente, qui est en train de recharger d'ailleurs. Voilà la Shield. Donc la Shield est un peu pareil au final, parce que vous pouvez aussi la mettre en mode console et la brancher à une TV pour streamer des jeux ou jouer même à des jeux dessus directement. Du coup là ça ressemble juste à une version mieux conçue de la Shield parce qu'on peut attacher deux manettes sur le côté, vous voyez sur l'image, on peut les détacher et les attacher à une autre manette pour jouer sur la grande TV et on met la tablette dans un dock. Alors les informations intéressantes qu'on a eues cette semaine-ci par rapport à le premier trailer, c'est au niveau des petites manettes justement. La tablette ça reste à peu près ce qu'on prévoyait. Par contre, les petites manettes, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont beaucoup plus de technologie. Elles valent même assez cher, on verra après le prix des accessoires. Mais en gros, elles ont des gyroscopes intégrés dans chaque manette. Donc vous pourrez les utiliser comme des Wiimotes. Il y a même un accessoire que vous pouvez... donc vous voyez le petit slide sur le côté. Ici, je montre avec la souris. Donc le petit slide ici, vous pouvez slider un autre accessoire qui permet d'avoir quelque chose qui l'accroche à votre poignet. Un peu comme avec la Wiimote sur la Wii. Et du coup, vous pouvez les utiliser comme des Wiimotes. Donc ça suit dans la continuité de ce qu'a fait Nintendo jusqu'à maintenant. Par contre, il y a d'autres technologies encore plus impressionnantes, et je pense qu'on peut peut-être aller le voir plus bas, voilà. Alors, déjà, c'est qu'elle utilise de l'USB type C, la tablette, enfin la partie tablette. Donc ça, c'est assez intéressant parce que jusqu'à maintenant, Nintendo aimait bien les connecteurs propriétaires. Je pense notamment à la 3DS XL que j'ai ici, qui utilise un connecteur propriétaire pour la recharger, ce qui est très embêtant. Par contre, là, vous pourrez utiliser n'importe quel chargeur certifié USB type C. Donc ça, c'est plutôt cool. J'espère qu'ils feront d'autres trucs intéressants avec justement ce connecteur. Ben, je suppose déjà, ce n'est qu'une supposition de ma part, mais je suis pratiquement sûr que ce connecteur USB type C fait passer aussi une signal vidéo et c'est pour ça que on peut la brancher à une TV sans trop de problèmes. Ça doit être un petit truc comme ça parce que le USB type C est assez moderne à ce niveau-là. Au niveau de la batterie, tiens, on va en parler un petit peu. On reviendra aux petites manettes après. Elle aurait de 3 à 6 heures de batterie dépendant du jeu parce qu'évidemment, il y a des jeux beaucoup plus lourds qui utiliseront de la 3D alors que des jeux en 2D par contre, par exemple, ou en semi 2D tiendront un petit peu plus longtemps parce qu'il n'y a pas besoin de pousser la tablette à fond. Enfin, la console à fond, on va l'appeler la console, je ne devrais pas l'appeler la tablette. Donc, assez intéressant parce que comparé à une New 3DS, c'est mieux qu'une New 3DS en fait, parce qu'une New 3DS a 3-4 heures de batterie dépendant du jeu. Donc, c'est assez intéressant, franchement. Ça se dit ils ont fait en sorte qu'elle tienne quand même assez bien à l'extérieur, parce que c'était une grande crainte à l'annonce de la console, c'est qu'on s'est dit, bah, ouais, c'est une console puissante, mais tu vas la prendre et 2 heures plus tard, t'as plus de batterie, quoi. Mais là, franchement, si ça tient bien les 3 heures, même jusqu'à aller jusqu'aux 6 heures pour certains jeux, ça pourrait être une console assez intéressante.
On va continuer, donc ça c'est les deux petits, les joysticks qu'ils les appellent, Joy pour la joie, les Joy-Con même, il me semble, voilà, les Joy-Con, les noms avec Nintendo c'est toujours un peu bizarre je trouve, mais bon. Donc là on peut les accrocher à cette manette là et jouer sur la grande TV. Ça utilise un câble HDMI pour brancher sur la TV d'ailleurs. Ça c'est le dock, il a quelques ports en plus, et on peut aller voir, je sais pas si, non ils n'ont pas mis ici, mais les Joy-Con ont des petits capteurs situés en dessous. Donc en fait, ils sont capables de vraiment bien capter ce que vous faites. C'est pas juste le gyroscope, il y a aussi une caméra qui détecte un peu les mouvements que vous pouvez faire avec le Joy-Con. Donc c'est très intéressant. Et un autre truc très intéressant, c'est le système de vibration de chaque Joy-Con, qui est apparemment extrêmement avancé. Pour connaître quelqu'un qui a pu les tester, il a dit que vraiment, dans le trailer, qui est un peu bizarre, on voit à un moment quelqu'un, enfin dans la présentation, on voit quelqu'un qui parle de... On voit l'un des employés de Nintendo qui parle de glaçons et de glaçons qui rentrent dans un verre. On ne comprend pas... Enfin, moi, j'ai pas trop compris quand j'ai vu ça. Mais, en fait, visiblement, c'est... Quand on bouge la manette, le système de vibration fait tellement bien la vibration qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose dans la manette, en fait. Et s'ils en mettent même... Ils simulent le fait qu'il y ait deux choses dans la manette, on le sent vraiment bien, on a l'impression qu'il y a genre deux billes dans la manette. Et c'était très impressionnant apparemment. Donc ça c'est plutôt cool niveau technologie, parce que c'est le genre de choses... C'est comme... C'est ce que je me dis avec les autres consoles, la PS4, la PS3, même à son époque, ou la Xbox One, c'est que au final c'est juste des PC un peu moins puissants avec une manette. Et plus simple d'utilisation. Alors que là, Nintendo a toujours essayé d'avoir quelque chose de spécial. Et ce genre de nouveauté sur des manettes est plutôt intéressant parce que ça permet de repousser un peu plus. Est-ce que ça sera forcément utile? On ne sait pas, on verra bien. Ils ont présenté quelques jeux. On verra bien ce que ça donnera. Dans tous les cas, moi je suis assez intrigué, j'attends de voir ce que ça donne. Alors par contre, on va parler un petit peu des prix des accessoires. Je vais aller sur jeuxvideo.com pour les voir parce que ils ont tous les prix listés. Donc ouais, 329,99€ le prix au lancement. Et les accessoires avec la console d'ailleurs. Donc vous aurez la console, les deux manettes de chaque côté. Vous aurez le support pour mettre les deux manettes pour jouer sur la TV. Vous aurez la station d'accueil qui permet d'accepter la console. Un câble HDMI, un adaptateur secteur, donc USB type C. Et une paire de Dragon pour les Joy-Con. Donc les petits câbles que vous pouvez accrocher à votre poignet. Donc plutôt complet comme package de base. On le voit ici d'ailleurs, on voit les différents trucs. Donc ça c'est la Dragon qui permet d'accéder. D'ailleurs on l'a pas vu très clairement, mais il y a des boutons à l'arrière des Joy-Con. Donc quand elles sont évidemment sur la tablette, vous pouvez pas accéder à ces boutons là. Vous avez d'autres boutons autre part. Mais quand vous les avez en main, parce que vous pouvez prendre ces deux Joy-Con en main et jouer avec, il y a deux boutons donc pour pouvoir jouer à quand même des jeux assez complets au niveau des contrôles. Donc c'est plutôt bien pensé en fait quand j'y pense. Nintendo n'a pas toujours été... quand on voit la Wii U, ils n'ont pas toujours été les meilleurs au niveau design de faire des choses pratiques, mais là je trouve vraiment cette console plutôt mature au niveau du design, donc c'est assez impressionnant. Alors par contre, le truc qui pique, c'est au lancement, il n'y aura pas beaucoup de jeux. Donc on aura un de Switch qui est un truc de jeu qui utilise pleinement les Joy-Con, donc un peu comme Wii Party, enfin les jeux qui sortaient sur la Wii au lancement. On a aussi Arms qui est un jeu de combat où vous utilisez aussi les Joy-Con, et c'est assez... c'est assez intéressant par contre, parce que en fait on prend les deux Joy-Con en main et on peut vraiment, selon ce on les tourne et tout ça, on peut vraiment taper dans le jeu, on peut se déplacer en les mettant sur le côté comme ça. C'était vraiment bien intéressant à voir ce que ça donne réellement. Mario Kart, évidemment, il y a toujours un Mario Kart. Zelda, Breath of the Wild, qu'il faudra voir. Alors, par contre, le gros éléphant dans la pièce, on va dire, c'est au niveau de justement, je pense, c'est Zelda qui m'y fait penser, mais la console est assez puissante apparemment, mais jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a vu, des séances de gameplay, surtout pas les trailers, je parle bien des gameplays, les gens qui ont pu tester la console en direct, c'est que certains jeux, comme par exemple Zelda, ne tournent pas à 60 fps. Or, Nintendo a annoncé que tous leurs jeux tourneraient en 720p 60 fps. D'ailleurs, la console a un écran 720p, qui pour moi est suffisant, je trouve. Du coup, on a en droit de se poser la question, est-ce que
ils vont vraiment respecter 60 FPS. C'est très important selon moi parce que l'un des problèmes qu'on a actuellement avec les consoles, c'est qu'elles essayent d'avoir les meilleurs détails. On voit avec la PS4 Pro qui essaye d'être 4K alors que c'est pas vraiment une console 4K, hein, c'est juste... Enfin, elle fait du 4K, mais elle trafique un peu pour arriver à le faire et c'est pas vraiment du beau 4K non plus. Même des PC haut de gamme ont du mal avec le 4K pour le dire. Donc, le problème avec les consoles, c'est qu'elles essayent d'être des PC mais en coûtant 3 fois moins cher, 2 fois moins cher que des PC qui savent faire beaucoup plus. Et c'est ça qui est véritablement un problème. Alors que Nintendo a toujours été, non, on s'en fiche, on fait nous, on veut du fun, on veut des jeux fun, on veut que ce soit intéressant. Et c'est ça que j'aime assez bien avec leur approche, même si je n'aime pas certaines choses avec eux. Du coup, on a en droit de se poser, est-ce que ce sera suffisamment optimisé pour que ça tourne bien à 60 FPS sur cette console portable? Même en étant dans le dock. Donc ça, on verra bien. C'est wait and see, on verra bien. C'est justement l'un des trucs pour moi qui pourrait me refroidir à prendre cette console, honnêtement. Donc voilà. J'aimerais aussi savoir ce qu'on peut faire avec la tablette en dehors des jeux. Parce que si on pouvait utiliser la tablette pour faire d'autres choses, ça pourrait être aussi intéressant. Alors, on a les accessoires, vite fait, on peut regarder. Donc, les accessoires sont assez chers. Genre l'adaptateur secteur, 30 €. J'espère qu'on pourra en acheter des non officiels. Enfin, il y en aura certainement, ça c'est sûr. Big Ben, un adaptateur secteur avec câble de recharge, 19,99 €. Voilà, ça coûte moins cher. Alors, par contre, les prix qui choquent, je trouve. Bon, les Joy-Con coûtent assez cher. Donc, un seul Joy-Con, donc une des deux manettes, coûte 49,99 €. Si vous achetez des packs avec les deux en même temps, c'est 79,99 €. Évidemment, vous en avez fourni avec la tablette de base, donc vous n'avez pas forcément besoin. Donc ça, c'est cher, mais après, on se dit, avec tout ce qu'il y a de technologie dedans, si j'avais vu que le trailer qu'ils avaient montré il y a quelques mois, j'aurais dit c'est complètement fou. Maintenant que j'ai vu toute la technologie qu'il y avait derrière, là, je peux comprendre, même si c'est un peu cher. Par contre, le truc qui fait mal, c'est la manette Nintendo Switch Pro, qui est juste une manette de base, on la voit ici. Donc c'est vraiment une manette de base, il n'y a aucune technologie spéciale ni rien. Et elle coûte 70 €. Et ça, on pourrait se demander pourquoi. Pourquoi? Même une manette d'Xbox One coûte moins cher, une manette de PS4 coûte moins cher. Pourquoi elle coûte aussi cher? Donc ça, et elle n'est pas fournie par défaut avec la console. Donc ça, c'est le petit côté que j'aime pas trop. Surtout que la manette de base avec les Joy-Con n'a pas l'air très confortable, honnêtement. Si vous la regardez, elle était ici. Donc vous voyez la manette ici de base n'a pas l'air très confortable. Donc on verra bien ce que ça donnera. Personnellement, au niveau des accessoires, je suis un peu... voilà. Et au niveau des véritables performances, je suis un peu dubitatif. J'attendrai de voir ce que ça donne réellement quand elle sortira, quand les choses seront optimisées. Mais pour le moment, moi, je reste à distance pour être sûr. Alors, du coup, on a d'autres news. Autre news qui est arrivée avec la Switch, c'est que pour jouer en online, apparemment, il faudra payer. Et ouais, comme la PS4 et comme la Xbox One, Nintendo passe aussi à un système de paiement pour le online. Alors, il y a des arguments pour et des arguments contre. On va commencer par les pour. Pourquoi faire payer? Bah, déjà pour eux, leurs concurrents font payer, donc pourquoi ils ne feraient pas payer? Un autre argument que j'ai pu avoir de joueurs Nintendo, c'est que il y a beaucoup de gens pas très respectueux en ligne, des tricheurs, des gens qui vous insultent et tout ça. Du coup, le fait de devoir payer le online vous rendra un petit peu plus respectueux parce que si vous n'êtes pas respectueux, vous ferez bannir. Donc ça permet de trier un peu les gens irrespectueux, les tricheurs et tout ça. Donc ça, c'est un des arguments un petit peu pour. Un autre argument pour, c'est qu'il y aura peut-être un meilleur service, des avantages, peut-être des jeux gratuits comme, comme sur PS4 avec le PS Now. Donc ça pourrait être intéressant. Autre truc, mais par contre, non, là c'est à peu près tout en fait au niveau des avantages, parce qu'ils n'ont rien dit de plus. Par contre, dans les désavantages, très clairement, mais pourquoi payer pour le multijoueur? Si je paye le jeu, est-ce que ça inclut pas une partie du multijoueur? Honnêtement, franchement, quand vous achetez un Mario Kart, oui, il y a beaucoup de travail mis dans Mario Kart, mais ça reste souvent les mêmes jeux. Donc ils reprennent la base et tout ça. Donc on pourrait être en droit de se dire, hey, si j'ai payé 40 €, 50 € le jeu, pourquoi j'ai pas le multijoueur intégré avec directement? Surtout pour un Mario Kart où c'est primordial. Donc ça, on verra bien. Personnellement, je suis pas un grand fan de ça parce que je suis un joueur PC.
Et sur PC, on paye pas le multijoueur parce qu'on le paye directement avec le jeu. Ou si c'est un jeu spécial multijoueur, genre un MMO, c'est logique de payer le multijoueur parce que c'est purement du multijoueur. Même un jeu comme Overwatch, vous le payez une fois, le multijoueur est gratuit et c'est un jeu multijoueur. Donc franchement, voilà, en tant que joueur PC, je suis pas trop fan, je ne comprends pas trop l'intérêt. Et au final, le truc que je me dis, c'est que beaucoup de gens qui donnent d'arguments pour les consoles disent oui, mais ça coûte moins cher qu'un PC, tout ça. Et au final, je regarde, t'achètes la console, t'achètes les jeux qui coûtent très très cher sur console, hein, sur PC on achète les jeux beaucoup moins cher. Tu payes le multijoueur, au final, avec tous les coûts inclus, bah, tu payes autant que sur un PC limite. Je pense que si on calcule sur une période de 2 ans et qu'on part du principe qu'une personne achète genre un jeu tous les 2 mois et tout ça, je suis sûr qu'on pourrait faire des calculs et se rendre compte que acheter un petit PC gamer 800 € coûterait moins cher que d'acheter une console next gen entre guillemets. Donc ouais, franchement pas un grand fan, mais bon. Il y a un petit dernier détail d'ailleurs, j'ai oublié, mais il y a un bouton share sur la console. On le voyait, voilà, c'est le petit bouton carré là que vous voyez sous les croix directionnelles. Au début, apparemment, ça ne fera que des screenshots, mais plus tard, ça permettra de faire des vidéos. Ce qui est une grosse nouveauté, hein, parce que vous savez que Nintendo n'est pas un grand fan du fait que les gens fassent des vidéos de leurs jeux, au point même qu'ils ont créé un système sur YouTube où vous pouvez vous mettre partenaire avec Nintendo et offrir 40% de vos revenus à Nintendo pour avoir le droit de faire des vidéos sur leurs jeux, à part si vous êtes en contact avec eux, évidemment. Parce qu'il y a certains youtubeurs que vous connaissez qui sont en contact direct et qui ne sont pas obligés de faire ça. Mais bon, donc c'est assez étonnant. J'attends de voir ce que ça donne, personnellement. Alors, on change totalement de registre. Vous devez vous souvenir, la semaine dernière, je vous ai montré le Razer. C'est le Valerie qui s'appelle. Valerie. En anglais, ça doit bien donner sur leur Valerie. Et chez nous, c'est genre Valérie. Ah, t'as le Razer Valérie, c'est génial. Ça se fait un peu bizarre quand même. Donc, c'est le prototype de Razer avec 3 écrans. C'est un portable, un ordinateur portable 17 pouces avec 3 écrans. Ils se sont fait voler. Voilà, pendant le salon de l'électronique. Il y en a 2 qui se sont fait voler. Et apparemment, ils les ont retrouvés sur un site chinois et ils seraient en Chine. Donc c'est plutôt marrant quand on y pense. Bon, pas pour eux, mais c'est assez marrant, je trouve, l'histoire. Ils se font voler, hop, on les retrouve en Chine. Donc il y a eu beaucoup de blagues en ligne avec, par exemple, des youtubeurs technologiques très connus qui ont pas des réputations de voleurs, hein, mais des réputations de faire des blagues un peu comme ça. Genre, il y a des gens qui ont dit ah c'est peut-être lui qui l'a volé, mais en rigolant évidemment. Mais là du coup c'était apparemment un vol très bien organisé parce que pour que ça se retrouve en Chine, voilà. Pour information, ils le vendent 150 yuan, c'est la monnaie chinoise, et ça vaut 20 000 € pour information. Donc un peu cher, je pense que je vais prendre autre chose personnellement. Alors, autre news, c'est au niveau de Windows 10. Donc, si vous ne savez pas, maintenant Windows, enfin Microsoft, au lieu de faire un nouveau Windows tous les X années, vont plutôt faire des grosses updates sur Windows 10. Donc, on a déjà eu une première update sur Windows 10. C'était l'anniversary update qui a cassé plein de trucs, mais bon, on n'en parlera pas ça. Donc, la prochaine update, c'est la Creator Update. Pour les créateurs de contenu, je suppose. Donc, ils ont montré pas mal de trucs. Personnellement, il n'y a rien qui m'intéressait. Par contre, ils ont montré un truc intéressant, c'est qu'apparemment, enfin, c'est surtout un des chefs d'une division chez Xbox a indiqué qu'il y aurait un mode performance, haute performance pour les gamers. Donc, en gros, un bouton que vous appuyez, c'est genre, je vais jouer, coupe tous les trucs qui servent à rien et on y va à fond. C'est assez intéressant parce que par exemple, bon, moi j'ai un gros PC haut de gamme, peut-être que moi je m'en fiche, mais je pense notamment aux gens qui jouent sur des petits PC, qui ont des ressources limitées, ce genre de mode pourrait être très intéressant. Je suppose qu'une partie de ce mode gamer viendrait de la Xbox, parce que la Xbox tourne sur Windows 10, la Xbox One. C'est une version très nettoyée de Windows 10, hein, il n'y a pas tout, c'est pas un vrai Windows 10, mais je suppose que du coup, le mode gamer viendra en partie de là. Peut-être qu'ils ont des optimisations qui viendraient de là. Ils n'ont pas donné plus de détails, donc on ne sait pas. Mais apparemment, ce mode fonctionnera avec tous les jeux. Donc les jeux de base Windows et aussi les jeux qu'ils ont sur leur nouveau store. Donc je pense par exemple à Minecraft Windows 10 Edition qui est sur le nouveau store. Il y avait aussi Quantum Break, il y avait Astroneer était aussi sur le Windows Store. Vous pouvez aussi l'avoir sur Steam. Hein. Mais apparemment, ça fonctionnera avec tous les jeux. Donc c'est pas juste réservé. Alors c'est les Universal Windows Platform. C'est les programmes UWP pour information.
qui sont, à mon sens, très mal faits parce qu'ils sont extrêmement fermés. Et comme on a pu le voir, il y avait une histoire il y a quelques mois que les joueurs Call of Duty, donc les gens qui ont acheté le dernier Call of Duty, qui l'achetaient sur le Windows Store, donc la version UWP, ne pouvaient pas jouer avec les autres personnes qui étaient sur PC, mais sur la version Steam. Donc complètement ridicule, oui. Donc et il y avait genre 200 joueurs connectés à un moment sur le jeu, même pas, c'était ridicule. Donc voilà. Mais par contre, le mode gamer m'intéresse, donc on verra bien. Je suis curieux de voir ce que ça donne et j'espère que ça fonctionnera suffisamment pour que ce soit intéressant, que ce soit pas juste un mode où ça désactive quelques trucs et ça te fait gagner 1% de performance. Il y a moyen de désactiver beaucoup de choses pour accélérer les performances en jeu. Il y a énormément de problèmes avec Windows 10 que des gens ont pu report de processus qui tournent en permanence en arrière-plan et qui prennent beaucoup de performance. Donc j'espère vraiment que c'est un mode qui va aider à ce niveau-là. Alors, on a aussi... alors ça c'est une news un petit peu... c'est technologique, hein, je vous dis, hein, c'est une news technologique. Du coup, on va parler un petit peu fusée. Donc SpaceX, je ne sais pas si vous connaissez SpaceX. SpaceX, c'est une société commerciale qui envoie des satellites en orbite. Et leur but global, c'est d'aller sur Mars, tout simplement. Donc c'est une société dirigée par Elon Musk. Elon Musk, vous devez le connaître, c'est celui qui dirige Tesla. Tesla, c'est la compagnie qui fait des voitures électriques. Vous avez la Tesla Model X, par exemple. Du coup, leur but vraiment, c'est faire des vols commerciaux, mais faire une bonne fusée en faisant du commerce, et puis leur but final, aller sur Mars. Ils sont très connus parce que leurs fusées sont capables de réatterrir sur Terre après avoir été en orbite. Donc c'est assez intéressant et très cool à voir. Du coup, voilà quelques mois, ils ont eu un accident. Une de leurs fusées a explosé alors qu'elle était encore sur le pad de lancement. Ils ont fait une enquête du coup pendant plusieurs mois. Ils ont trouvé la faute. Alors la faute venait, pour pas être trop technique quand même, mais bon, c'était un problème d'oxygène. L'oxygène liquide était trop froide, elle s'accumulait à un certain endroit et ça a posé des problèmes. Pour rester très simple. Évidemment, je ne suis pas ingénieur en fusée, pas encore en tout cas. Mais bon, c'est pour résumer pour ceux qui voudraient savoir. Du coup, maintenant qu'ils ont trouvé la faute et qu'ils l'ont certainement corrigé, ils vont reprendre les lancements. Et le prochain lancement, c'est le... Je ne sais pas quand. Ils ont déjà mis sur leur chaîne YouTube, vous avez déjà le live event de programmé. Vous pouvez le regarder en live sur YouTube, ben voilà, c'est ça. Donc je suppose que si j'appuie, il va me dire un compteur de temps, voilà. Apparemment, ce serait dans 2h46 minutes apparemment. Ok, ben, normalement... Cette vidéo sera à 18h, donc c'est dans 46 minutes par rapport à la sortie de cette vidéo. Donc voilà, si vous voulez voir une fusée décoller, allez-y. Voilà, moi en tout cas, je serais très intéressé d'aller la voir. J'ai regardé tout leur lancement jusqu'à maintenant depuis genre 2015, pour information, début 2015. Et je suis toujours assez impressionné de voir ce qu'ils arrivent à accomplir. Donc je suis content qu'ils reviennent en vol parce que plusieurs mois d'absence, alors que leur but en 2016 c'était de lancer une fusée tous les mois. Et même plus en fait. Donc je suis content de les voir revenir en force et j'espère qu'ils arriveront à accomplir leur but de peut-être un jour aller sur Mars et permettre la course à l'espace beaucoup plus facilement parce que grâce à des fusées réutilisables, ça coûte moins cher d'aller dans l'espace. Parce que quand vous envoyez plusieurs tonnes de fusées dans l'espace et que vous le faisiez se désintégrer dans l'atmosphère, ça coûte de l'argent. Alors que si ça peut réatterrir et que vous pouvez le réutiliser, ça coûte beaucoup moins d'argent. Alors, autre news, c'est... Alors, ça c'est une news un peu genre... Je sais pas comment l'expliquer. Bon, en gros, la Norvège va tuer la radio FM. Donc ils ont arrêté la radio FM. Donc toutes les antennes de radio FM chez eux ont été désactivées parce que ils arrêtent la radio FM. Alors pourquoi ils ont fait ça? Parce que premièrement, la radio FM existe depuis très longtemps, c'est un peu archaïque, ils veulent passer à des nouvelles technologies, des radios internet par exemple. Deuxièmement, ça permet de réutiliser les bandes utilisées par la radio FM. Donc si vous ne savez pas, les ondes radio sont assez complètes en Europe, c'est même tout est utilisé. Donc vous avez la radio qui utilise des ondes, vous avez le Wi-Fi, les trucs de communication, des avions, de tout ça. Vous avez la 3G, la 4G qui utilisent d'autres bandes encore. Donc c'est vraiment c'est rempli à fond. Et du coup, pouvoir réutiliser les bandes FM, qui ne sont peut-être pas les meilleures, mais qui pourraient servir à certaines choses, pourrait être bien. Le problème, évidemment, c'est que c'est peut-être un peu trop tôt
personnellement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens encore avec des voitures qui ont une radio dedans et qui aimeraient genre pouvoir écouter la radio et qui n'ont pas une connexion internet dans leur voiture ou autre chose pour écouter la radio sur internet. Du coup, c'est vraiment trop tôt. Je trouve ça assez bizarre. C'est évidemment quelque chose dans le futur qu'il faudra faire, mais là, c'est vraiment trop tôt. On dirait qu'ils essaient d'accélérer la chose, mais ça n'aidera pas, selon moi. Selon moi, la meilleure façon de le faire, ça aurait été de tout simplement attendre qu'il y ait déjà un meilleur accès Internet partout en Europe. Peut-être mettre en place un autre système qui permet d'avoir une radio Internet facilement. Et puis surtout le faire partout en Europe en même temps. Et en échange de faire ça, peut-être réutiliser les bandes FM pour faire des choses vraiment pratiques pour la population. On peut faire des choses vraiment pratiques, donc il y a moyen. Mais bon, là en l'occurrence, un petit peu trop tôt, et évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont mécontents. Personnellement, je serais aussi mécontent. Parce que c'est un peu embêtant de ne pas avoir la radio dans la voiture. Le matin, quand vous allez au travail, c'est embêtant. Donc je sais, c'est un drôle de choix. C'est vraiment un drôle de choix. Donc je voulais mettre cette news parce que c'était un peu le truc, un pays qui essaie d'être un peu trop avancé sur son temps. C'est un peu ça, quoi. Alors, on va parler maintenant un petit peu rumeurs, parce qu'on aime les rumeurs. Apparemment, AMD Ryzen, qui est la nouvelle architecture AMD, j'en ai parlé la semaine dernière. Vous pouvez aller voir la semaine dernière si vous voulez plus de détails, c'est au tout début du show. Donc le AMD Ryzen serait apparemment, entre guillemets, lancé au GDC 2017. GDC, c'est le Game Developer Conference. Ça se passe à Cologne? Je ne sais même plus. Je pense que ça se passe à Cologne, je ne sais plus. Je regarde dans la news, là, j'arrive pas à le trouver. Non, je ne sais pas. Selon moi, c'est à Cologne, je ne suis plus sûr exactement. Du coup, apparemment, ce qui est arrivé, c'est que dans dans un truc de présentation, quelqu'un a malencontreusement oublié de retirer un petit détail que, apparemment, donc là, ils disent Join AMD Engineering Team member for an introduction to the recent launched AMD Ryzen CPU. En traduction, ça veut dire rejoignez les ingénieurs de l'équipe AMD pour une introduction à l'architecture Ryzen qui a été récemment lancée. Donc en gros, ce qu'ils disent, c'est que si cette présentation est faite à cet événement-là, et qui disent que c'est récemment lancé, c'est qu'ils vont le lancer juste avant la présentation ou quelques jours avant. Donc en gros, ça veut dire que ça va être lancé pour ce salon-là. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui spéculent que ce sera lancé à ce moment-là. C'est logique, honnêtement, parce que AMD a dit que ça lancerait au premier quadrimestre 2017. Donc le premier quadrimestre, c'est les 4 premiers mois, pour information. Et le GDC 2017 se passe justement dans cette période de temps-là. Donc ça semblerait logique en fait. Moi j'y crois aussi. C'est pas juste quelqu'un qui sort une information de nulle part, c'est vraiment ça vient d'un poste officiel et c'est un officiel qui s'est trompé. Donc là ça pourrait vraiment indiquer que c'est ça. Du coup si ça arrive, je suis assez intéressé parce que pourquoi ça fait très longtemps que Intel n'a plus de concurrence niveau CPU et j'ai bien envie qu'il y ait un petit peu de concurrence, que ce soit pour vous et pour moi, parce que même si vous continuez d'acheter des processeurs Intel parce que vous êtes là, Intel c'est les meilleurs, si AMD botte le cul d'Intel, les processeurs Intel coûteront moins cher. Donc même si vous en foutez d'AMD, ça vous coûtera moins cher et ça c'est intéressant pour vous également. Donc la concurrence c'est bien, genre vraiment bien. Donc ouais, on verra bien. Autre petite rumeur, c'est au niveau de la GTX 1080 Ti, donc la GTX 1080 qui était sortie il y a quelques mois, enfin voilà, pas mal de mois en fait, va être du coup remplacé, enfin pas remplacé, mais va céder la place à la 1080 Ti au niveau du ultra haut de gamme. On a aussi la Titan X2. Il y a eu deux Titan X, je vous rappelle, il y a une nouvelle Titan X Pascal qui utilise la même architecture que la GTX 1080 qui est sortie il y a quelques mois. Moi je m'attendais à ce que la 1080 Ti sorte beaucoup plus tôt, mais ça a mis du temps. Donc la 1080 Ti sera en gros une Titan X Pascal un petit peu castrée, genre ils vont désactiver quelques trucs. À mon avis, il y a de fortes chances, je vous le dis clairement. À mon avis, quand ils produisent les Titan X, ils reprennent un peu les rebuts, ils les gardent de côté et puis ils font des 1080 Ti avec. Ils le font très souvent, croyez-moi. C'est très commun en informatique de faire ça. C'est un peu comme si vous avez une machine pour faire 1000 pneus d'un coup et que je sais pas moi, de temps en temps il y a des défauts, il y a genre 10 pneus qui sont pas bons,
bah, vous vendez des lots de 990 pneus à la place. Mais bon, c'est un peu la même chose. Vous produisez un processeur, une carte graphique, des fois il y a des petits défauts, ils ne fonctionnent pas parfaitement. Mais vous désactivez ce qui ne fonctionne pas et puis vous le vendez en une version moins puissante. Donc c'est très commun. C'est déjà le cas avec les GTX 1070. Une GTX 1070, en réalité, c'est une GTX 1080 avec des trucs désactivés. C'est impossible de les réactiver. C'était déjà possible de les réactiver dans le passé avec certaines cartes AMD et certains processeurs AMD même. J'ai un processeur AMD sous la main qui était un 3 cœurs à la base et avec une petite modification de le BIOS de la carte mère est devenu un processeur 4 cœurs. Pourquoi? Parce qu'en fait il avait depuis le début 4 cœurs, c'est juste un des cœurs qui était désactivé. Donc, bon là je me suis un peu écarté, mais donc en gros la 1080 Ti sera une Titan X légèrement castrée qui devra à peu près avoir le même niveau de performance. Ce qui est intéressant, c'est que la Titan X est obligée d'avoir son refroidissement comme ça, vous le voyez. On peut pas, les constructeurs de cartes graphiques sont interdits, littéralement interdits de faire des modèles custom qu'on appelle, donc des modèles avec des plus gros ventilateurs qui refroidissent mieux, des modèles faits pour l'overclocking. Donc en gros, ce qui est très intéressant, c'est que la 1080 Ti, elle, aura le droit à ce genre de modèle, et donc elle sera certainement plus puissante que la Titan X, comme l'était la 980 Ti quand elle est sortie par rapport à la Titan X première du nom. Donc c'est assez intéressant. Après, elle va coûter la peau des fesses. J'espère qu'AMD a quelque chose pour contrecarrer, pour que ça baisse un peu les prix, parce que, à mon avis, elle coûtera 900 euros. Je tape pour 900 euros. À mon avis, fondeur édition 800 euros. Non, enfin, version normale 800 euros, fondeur édition 900 euros, mais elles seront toutes à 900 euros parce que ça n'a aucune logique. Hein. C'est ce qui est arrivé avec la 1080. Ils ont dit, ouais, elle coûtera 700 euros et la fondeur édition coûtera 800 euros. Et au final, elles étaient toutes à 800 euros. Donc voilà. Par contre, dans les graphiques de comparaison de performance selon le prix, c'était bizarrement indiqué selon le prix de 700 euros. Mais bon, ça, voilà. J'envoie une petite pique à certains journalistes qui auraient mieux fait de mieux rechercher avant de faire leur truc ou de recorriger ou engueuler un petit peu Nvidia parce que c'est un peu salaud. Dans tous les cas, eh ben, c'était la dernière news de cette semaine. Enfin, la dernière news que je trouve intéressante de cette semaine. Il y a évidemment eu beaucoup de choses. Dans les choses que j'ai manquées, c'est que Nokia va par exemple refaire un téléphone Android qui sortira que en Chine dans un premier temps. Donc voilà, le petit truc genre, waouh, Nokia revient. J'aimerais juste qu'il fasse un 3310 version moderne. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, est-ce que je suis le seul à penser que Nokia devrait juste reprendre l'idée du 3310, pas le design, hein, mais faire un téléphone basique qui permet de faire des choses simples, pas besoin d'écran 5 pouces, Full HD, tactile, non, non, juste un écran simple, fait pour être résistant, un téléphone résistant, avec une bonne batterie, qui dure longtemps. Ils en vendraient mais énormément. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui s'en foutent d'avoir un smartphone. Vraiment, je connais beaucoup de gens qui s'en fichent d'avoir un smartphone. Ou il y a des gens qui aiment bien avoir un smartphone et un petit téléphone comme ça qui coûte genre 30-40 euros. Comme ça, ils ont le petit téléphone quand ils vont travailler ou quand ils vont faire des choses manuelles qu'ils n'ont pas envie de casser le smartphone et puis ils sortent le smartphone quand ils sont plutôt à la maison ou quand ils vont un peu en fête ou autre chose. Enfin, quand ils font des choses moins dangereuses pour leur téléphone. Donc franchement, moi j'aimerais bien avoir un nouveau 3310 et je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas ça parce qu'ils se feraient beaucoup d'argent. Honnêtement, ils feraient beaucoup d'argent. Hein. S'ils le rendent hyper résistant, il y a moyen. Hein. Si c'est un tout petit téléphone avec un petit écran, il y a moyen qu'ils le fassent très résistant. S'ils lui donnent une bonne batterie, il y a moyen avec les nouvelles avancées niveau batterie, on peut faire une très bonne batterie. Si le téléphone consomme presque rien d'énergie de base, ils auraient un très bon téléphone. Je ne comprends pas pourquoi ils ne le font pas. Bref, c'était mon petit truc de fin d'épisode. Dans tous les cas, j'espère que vous avez bien apprécié cette nouvelle news de la semaine. N'hésitez pas à discuter les news dans les commentaires, c'est toujours plaisant d'un peu parler. Évidemment, pas besoin de discuter du fait que vous préférez Intel parce que AMD c'est de la merde ou je ne sais quoi, hein, parce que ça on s'en fiche, ok. J'en ai vu la semaine dernière des commentaires comme ça. On n'en a pas besoin, ok. On est là pour discuter vraiment d'informatique. On n'est pas là pour montrer, pour se dire qui a la plus grosse ou je ne sais quoi. Dans tous les cas, c'est tout pour ce Texama Show. Voilà, je vais l'appeler comme ça. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour un prochain Texama Show la semaine prochaine, même heure, même channel. Et je vous dis salut à tous!